Et si je baille Nathalie, c'est grave? Putain, il est vachement sérieux le Karim aujourd'hui. Putain, il fait même pas gaffe au jeu de mots. Oh la vache. Si je baille, c'est grave. Et si je baille Nathalie, c'est grave? Ah. Nathalie baille. Oh putain, le Karim là, il est à donf. Hein. Sérieuse. Et c'est bon du coup? C'est bon. Ok, c'est parti. Allez. Aïe 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 aïe, caramba. Donc, allez, prise numéro 1, interview Jean-Marie. Ben, j'espère qu'il n'y en aura qu'une, hein, parce que... Du coup, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire ce que tu aimes faire dans la vie et... Qu'est-ce qui est là-bas? Sanglier. Que je me présente et qu'est-ce que j'aime faire? Voilà. Alors, je me présente donc Jean-Marie Hackett, 65 ans. Qu'est-ce qu'il faut que je te dise? Que j'étais architecte, j'étais charpentier. Qu'est-ce que j'aime faire en ce moment? En ce moment, je prépare une formation. Je prépare une formation pour des architectes qui veulent apprendre les questions de la thermique d'été, le confort d'été dans les bâtiments en bois, D'accord. sans clim. D'accord. Et formation que je donne avec Samuel Courget. Voilà, donc je suis à fond là-dessus. Est-ce que tu pourrais expliquer ce qu'est la conception bioclimatique, l'architecture bioclimatique, pour ceux qui ne connaissent pas? Ouais, mais il faut qu'ils lisent le bouquin de Jean-Pierre Oliva, forcément, et de Samuel Courget, justement. Mais pour le faire bref, on va dire qu'il faut tenir compte de l'ensoleillement, l'été, l'hiver et en mi-saison, et en fonction de l'ensoleillement, des orientations, choisir les protections solaires adaptées pour l'été et les ouvertures pour capter la lumière l'hiver et la chaleur. Et régler tout ça de manière judicieuse, mais c'est pas toujours possible de faire de manière idéale, parce que dans l'hypothèse idéale, il faudrait qu'on construise avec une façade plein sud très vitrée et les autres façades beaucoup moins vitrées, mais c'est pas toujours possible. Par exemple ici, on n'est pas plein sud, la façade qui est vitrée. Et du coup, on est sud-ouest. Alors, c'est pas tout à fait favorable pour l'été, par exemple. Parce que l'été, on a le soleil tout l'après-midi et ça peut occasionner des surchauffes. C'est pas non plus très favorable pour l'hiver. Parce que l'hiver, on a moins de temps d'ensoleillement sur la façade vitrée. Bon, mais malgré tout, on se débrouille avec ça. Donc, on fait comme on peut. Donc, c'est jamais complètement idéal, hein. Là, la contrainte du terrain faisait que, comme les restants qui étaient sud-ouest, on ne pouvait pas mettre la maison plein sud, quoi. Ça aurait été une catastrophe paysagère. Et comment ça se passe quand tu veux construire une maison bioclimatique par rapport au PLU, par rapport aux lois? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est plus difficile que de faire une maison normale? Ah non, c'est tout à fait recommandé par la réglementation thermique. Et du coup, le PLU est obligé de suivre la réglementation thermique. Donc, la réglementation thermique invite à faire justement beaucoup plus d'ouverture au sud que sur les autres façades pour pouvoir justement capter plus d'énergie gratuite solaire l'hiver. Mais donc ça, la réglementation thermique invite à faire ça, de même manière qu'elle invite à protéger les vitrages en période d'été, quoi. Donc au niveau réglementaire, les choses sont en place, il suffit de les suivre, hein. Et
Au niveau des prix, est-ce qu'il y a des grosses différences entre une maison conçue de manière bioclimatique et une maison classique On peut construire au même prix. On peut même faire plus cher de manière classique. Si on met beaucoup trop de choses inutiles. J'ai vu une maison, notamment là, cette année, se construire au chemin de Prémorel, avec des maçons qui construisent en parpaing, avec une grosse corniche en béton. Je serais intéressé pour connaître les prix, mais je suis persuadé que vu tout ce qu'ils ont passé en temps de fondation, même terrassement pour enlever tous les cailloux, et fondation béton très lourde, corniche en béton, tout ça, je suis sûr que ça leur coûtait plus cher que s'ils avaient fait juste quelques plots, une maison en bois très légère, et où ils auraient fait des économies et ils auraient eu une meilleure isolation thermique. Ils auraient consommé moins d'énergie pour chauffer la maison l'hiver. Et ils auraient eu une maison moins chère à construire et moins chère à entretenir et à vivre et plus confortable sur l'année. Sauf qu'ils ne savent pas tout ça, ils manquent de connaissances, ils manquent de toutes les connaissances sur les constructions différentes de ce qu'ils ont l'habitude de faire ici, dans le quartier. Et ils font comme ils savent, quoi. C'est-à-dire béton, parpaing, polystyrène, quoi, malheureusement. Mais pourquoi? Parce que c'est plus pratique Parce qu'ils savent pas. Mais pourquoi ils savent pas? C'est bizarre quand même. Mais parce que ça les intéresse pas. Ils sont pas curieux. Ils font comme ils savent. Ils se renseignent pas sur ce qui peut être différent. C'est la limite des connaissances et du savoir-faire qui fait que c'est comme ça. C'est pour ça que c'est bien de faire savoir ce qui est intéressant, intelligent, astucieux, simple, nouveau. Tu m'as souvent dit que isoler un bâtiment en agglo ou en briques par l'extérieur était plus intéressant qu'une isolation intérieure. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi? Pour l'inertie thermique, c'est très, très, très évident, c'est-à-dire que le parpaing, s'il reste à l'extérieur, il va être soumis aux variations de température de l'extérieur, c'est-à-dire l'été il va chauffer, l'hiver il va être froid. Et à l'intérieur il y a l'isolant. Et à l'intérieur de l'isolant il y a juste 1 centimètre de plâtre, de placo. Et du coup il n'y a pas d'inertie thermique dans l'épaisseur du mur. Et du coup, si on met l'isolation à l'extérieur, ça change tout. C'est-à-dire que du coup, la masse thermique qui est importante, qui est le parpaing, va rester dans une ambiance thermique stable, c'est-à-dire protégée par l'isolant qui est à l'extérieur. C'est-à-dire que l'été, ça va rester à l'intérieur frais beaucoup plus longtemps, et l'hiver, ça va rester chaud beaucoup plus longtemps grâce à cette masse thermique qui est protégée par ce manteau isolant extérieur. Donc c'est beaucoup plus intelligent et la position de l'isolant est beaucoup plus astucieuse parce qu'elle permet justement de garder cette inertie à l'intérieur. D'accord. Du coup on fait des économies d'énergie, aussi bien l'hiver parce qu'on a moins besoin de chauffer tout le temps, et l'été aussi parce qu'on n'a pas besoin de rafraîchir, parce qu'on n'a pas besoin de la clim. Alors que la plupart des constructions où il y a même en parpaing, où il y a l'isolant intérieur, ils ont souvent la clim l'été, ici. Mais là, on parle juste du mur. Tu vois, quand on s'intéresse à la thermique du bâtiment, souvent on évoque juste les murs. Et les murs, c'est juste un tiers du problème. Les 2 tiers, ils sont répartis entre la toiture et le sol. Donc, la question de comment on se raccorde au sol, enfin comment on fait la paroi qui est en dessous les pieds, est-ce que c'est sur un terre-plein, est-ce que c'est avec un vide sanitaire ventilé? Bon, déjà là il y a déjà plusieurs possibilités, et surtout la paroi qui est en haut, la paroi de toiture, c'est celle qui est la plus importante à bien faire.
Parce que l'été, c'est celle qui se prend le soleil, et c'est par là que la chaleur arrive. Et l'hiver, c'est par là que la chaleur de l'intérieur s'en va le plus. Donc il faut d'abord réfléchir à comment on va faire le toit, avant tout. C'est ça qui est le plus important. On a beaucoup qui veulent construire des maisons écologiques, mais est-ce que c'est pas plus écologique de rénover des maisons qui existent déjà? Et si c'est le cas, comment est-ce qu'on peut faire pour que ça soit pas trop complexe pour rénover une vieille maison? Mais pour rénover, le plus important déjà, c'est de bien soigner l'isolation du toit. Parce que le toit, c'est, comme je te disais juste avant, c'est la paroi la plus importante à bien faire. Et quand on rénove par exemple une vieille maison en pierre, un mas en pierre, si on peut démonter le toit, si on a la possibilité, s'il faut refaire la toiture, c'est une chance, parce que c'est plus facile d'isoler en travaillant par-dessus que d'isoler en travaillant par-dessous, c'est plus facile physiquement, quoi, hein, c'est plus rapide. Donc si on a la chance de faire ça, on peut refaire une charpente adaptée à des isolants épais comme la botte de paille par exemple, et on fait une bonne isolation de toiture, on refait le toit, bon très bien, et on aura donc un toit bien mieux isolé qu'en achetant des panneaux sandwich avec du polyuréthane où on aura un déphasage qui va pas être suffisant et bon, la chaleur va traverser. Donc je dirais en rénovation, ça peut être très intéressant et évidemment qu'il vaudrait mieux rénover avant de construire, tant qu'on peut trouver des maisons à rénover. Et à ce moment-là, quand on rénove, il faut s'occuper de l'isolation de toiture, faire un truc impeccable. Et puis après, éviter trop les courants d'air, c'est-à-dire travailler sur les menuiseries pour qu'il y ait moins de courants d'air froid qui rentrent. Et après, bon, peut-être en dernier, isoler les murs, mais si on peut, quoi. Voilà. Et quel conseil tu pourrais donner à ceux qui veulent construire de manière écologique ou rénover de manière écologique qui ne sont pas forcément expérimentés là-dedans? Mais il faut qu'ils aillent faire des chantiers participatifs, qu'ils aillent se former. Je pense que c'est le mieux, c'est d'apprendre. Quand on sait faire, ça paraît facile, mais quand on ne sait pas, moi je ne conseille pas de se lancer sans savoir faire un peu, quoi. Parce que sinon ça risque de faire pas mal d'erreurs. Donc il y a des chantiers participatifs possibles à faire. Il y a plein de possibilités avec Twiza ou avec d'autres systèmes, tu vois. Tu connais Twiza, non? Ouais. Voilà, il y a ça, il faut aller apprendre, je pense que c'est le mieux. Apprendre et puis après c'est possible. Apprendre avec des professionnels, c'est toujours préférable sur des chantiers participatifs, c'est pas toujours le cas. Si, en général, sur les chantiers participatifs, par le système Twiza, c'est bien parce que tu as un professionnel qui encadre des gens qui ne savent pas et qui leur apprend en même temps qu'ils font. Tu vois ? Ça permet petit à petit d'apprendre des tas de trucs. Et ça, c'est bien. C'est bien de le faire comme ça.